Bien. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants de l'État, Mesdames, Messieurs les représentants des différentes collectivités, représentants des agences d'urbanisme, de la Banque des territoires, Mesdames, Messieurs les aménageurs, les promoteurs, les bureaux d'études et conseils, Mesdames, Messieurs, il me revient en tant que président d'établissement public foncier d'ouvrir cette journée d'échange et de partage d'expertise. Je suis ravi de vous accueillir dans les locaux du Learning Center en compagnie des collaborateurs de l'établissement public foncier pour cette journée qui se veut être instructive. Et je suis très heureux que vous ayez répondu en nombre présent à notre invitation. Il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, l'EPF organisait un séminaire de présentation de son programme pluriannuel d'intervention 2020-2024, centré sur les enjeux de la transition écologique. Un bilan à mi-parcours en sera fait l'année prochaine, mais d'ores et déjà, une crise sanitaire, quelques débats publics et une loi plus tard, je peux vous dire que nous ne nous étions pas trompés. Le recyclage foncier, la préservation des ressources sont au cœur de bien des problématiques. Le sujet que nous vous proposons aujourd'hui est le suivant. Développement économique et sobriété foncière, contre-intuitif, vœu pieux, mission impossible, that is the question. Alors, pourquoi est-ce important de s'y intéresser? Avec Lausanne, c'est la fin d'un modèle de développement consommateur d'espace. En consacrant le zéro artificialisation nette à horizon 2025, la loi climat et résilience invite les territoires à se mobiliser et à saisir tous les leviers existants afin de concilier développement futur et préservation des ressources agricoles et naturelles. Bien trop souvent consommatrices de grands espaces en périphérie des villes, les zones d'activité économique suivent depuis les années 1960 un modèle de développement aujourd'hui incompatible avec ses objectifs de préservation des ressources. Région productive et économiquement attractive, disposant d'un positionnement stratégique au cœur des grandes métropoles européennes, le territoire de Hauts-de-France doit désormais composer avec le tissu urbain existant, en particulier avec les friches, pour assurer son développement économique. Cette situation tend à renforcer les conflits d'usage du foncier, notamment là où les besoins de logement ou d'équipement sont élevés. Le maintien et la requalification durable des zones d'activité et des espaces économiques existants constituent dès lors un enjeu majeur pour les acteurs publics, d'autant que de nombreux territoires font déjà face à des situations de tension, voire de saturation de leur foncier économique. Il convient de fait de préserver, voire de sanctuariser l'usage économique de ces fonciers, tant il devient difficile de reconstituer une offre foncière ailleurs. Ce changement de modèle invite les collectivités, mais aussi les opérateurs privés à inventer, s'approprier de nouveaux modes de faire, de nouveaux outils juridiques, techniques ou fiscaux, de nouvelles compétences dont il est nécessaire de se saisir dès maintenant. Vous êtes sans doute posé la question de la mobilisation de notre établissement public foncier sur ce sujet. Quelle légitimité avons-nous à organiser cette rencontre? À cette remarque, je vous répondrai en 2 points. Premièrement, parce que c'est un enjeu de visibilité et de légitimité pour l'établissement mobilisé sur ce sujet bien avant Lausanne. Opérateur régional du recyclage foncier depuis plus de 30 ans, l'EPF est déjà mobilisé sur le recyclage foncier économique en faveur du développement économique. Plusieurs opérations emblématiques ou en cours ou achevées témoignent de cette action dans des contextes de mutation industrielle ou de compactage d'activités. À Blaringhem, pour faciliter le rachat d'Arc International et éviter le redressement judiciaire d'une entreprise régionale historique, l'EPF a procédé à l'acquisition et à la démolition d'une partie du patrimoine de l'entreprise. Une requalification du site qui permet aujourd'hui, après un appel à manifestation d'intérêt, l'implantation de Baudelais Environnement qui lancera une unité de recyclage innovante en lien avec l'industrie agroalimentaire, confortant le savoir-faire local. À Douvrin, où l'EPF accompagne la mutation du parc d'industrie Artois-Flandre, dont vous entendrez parler au cours de cette journée, avec notamment l'acquisition, la déconstruction et le traitement de la pollution de plus de 60 hectares de foncier
de la Française des mécaniques qui compacte son activité. Intervention qui a facilité l'arrivée du projet de Gigafactory, fabrication de batteries sur ce site, et a permis la commercialisation de nouveaux fonciers. A Douai plus récemment avec l'acquisition historique de 150 hectares libérés par Renault sur le parc d'activité des Hautes-Rives pour l'accueil après requalification d'un projet industriel d'excellence. Ceci pour rappeler que sur ce sujet aussi, l'EPF est un facilitateur de projets à l'interface des stratégies des collectivités et de celles des acteurs privés et qu'il dispose aujourd'hui d'une ingénierie technique expérimentée et de moyens financiers. Deuxièmement, parce que c'est une réponse aux attentes des territoires pilotes de l'expérimentation d'échanger plus largement sur le sujet avec leurs pairs et avec les acteurs privés. Pour autant, cette action est relativement un peu connue et sur le terrain, les équipes peuvent parfois se demander pourquoi l'EPF n'est pas davantage mobilisé sur cette thématique du développement économique. C'est ce qui nous a amené à conduire au cours de l'année 2021 une démarche expérimentale de reconquête des zones d'activité économique avec 6 territoires pilotes. Après une phase d'acculturation et d'approche des enjeux, il s'agissait de tester de manière pragmatique le passage à l'acte de la reconversion des zones existantes. Et d'ailleurs, il me semble qu'à l'accueil, il y a un book qui vous permet d'avoir quelques extraits de cette expérimentation. En sont notamment ressorties des interrogations et des problématiques récurrentes et communes au territoire, moins fédéré que celui du logement, dont les acteurs publics et privés se réunissent notamment sous l'égide d'associations professionnelles. Plus sectorisé, le milieu du développement économique ne dispose pas autant de lieux d'échange permettant par exemple d'interpeller de façon groupée le législateur ou de partager les bonnes pratiques. Compte tenu des enjeux de concurrence territoriale, les stratégies de développement économique relèvent aussi encore un peu du secret. Difficile dans ce contexte de partager diagnostics et pistes d'action. La rencontre d'aujourd'hui à destination des partenaires régionaux, des collectivités, des agences de développement, mais aussi des professionnels de l'immobilier d'entreprise, vise à offrir un lieu d'échange et de partage d'expertise à l'échelle de la région des Hauts-de-France. Force est de constater que dans un contexte de concurrence d'événements organisés en cette fin d'année, la mobilisation forte du jour, puisque vous êtes plus de 140 inscrits, atteste de votre appétit et de l'envie de dialoguer autour d'un sujet finalement encore peu abordé. Enfin, parce qu'il reflète de l'attractivité du territoire, le maintien et l'accueil de nouvelles entreprises, la création d'emplois dont dépendent aussi pour partie les dynamiques démographiques, sont des enjeux majeurs pour l'élu que je suis. Bien avant Lausanne, certains territoires mobilisés dans l'élaboration de nouveaux documents d'urbanisme ont fait l'exercice de limiter la consommation d'espaces naturels et agricoles. Les efforts à consentir sont importants. Les élus doivent composer au quotidien avec la demande d'implantation d'entreprises ou des ménages qui appellent une réponse souvent immédiate et le temps de planification du projet qui sont par définition des temps longs, débordant souvent sur le mandat. Permettez-moi d'évoquer brièvement un territoire que je connais parfaitement, celui de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. La CAPH a la chance de disposer d'un vivier encore important de friches, de délaissés pour assurer son développement urbain futur. 30% des 105 projets de développement sur le territoire depuis 2001 l'ont été sur d'anciennes friches industrielles. Dans un contexte de ZAN, la friche devient un atout pour les territoires, mais le recyclage de ces sites, s'il est salvateur pour les communes, reste une démarche complexe et les projets souvent difficiles à équilibrer financièrement. Pour conclure mon propos, je dirais que changer de modèle de mode de faire n'est pas si simple, mais il est temps pour renforcer l'attractivité des Hauts-de-France de manière durable et profitable pour tous. Alors, sobriété foncière et développement économique, mission impossible? Non, une vraie nécessité, mais je vous laisse en juger. Je vous invite à présent à vous saisir de l'opportunité de la rencontre d'aujourd'hui
pour échanger et débattre sur ce sujet passionnant, partager les pistes de réflexion et les bonnes pratiques. Et avant de me tourner vers Pierre Chavannes, qui va animer la journée et dont il va nous rappeler le programme dans un instant, je tenais à saluer et remercier les collaborateurs de l'établissement public foncier pour la mise en place de cette journée, ainsi que les différents intervenants qui ont répondu à notre appel. Merci de votre attention à toutes et tous. Merci de vous être déplacés encore une fois aussi nombreux aujourd'hui pour cette journée de travail et je vous souhaite à chacun et chacune d'excellents travaux. Merci beaucoup Salvatore Castiglione. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc à cette journée organisée, vous l'aurez compris, par l'établissement public foncier de la région Hauts-de-France, journée consacrée à la sobriété foncière et au développement économique avec cette question centrale, comment articuler ces deux objectifs en apparence contradictoires. L'ambition de cette journée, partager les questionnements, favoriser les échanges et essayer d'identifier ensemble des mécanismes en faveur de l'optimisation du foncier à vocation économique et également mettre en lumière des bonnes pratiques et outils permettant de lever les freins existants à la sortie d'immobilier et de foncier à vocation économique. Journée placée sous le signe de l'échange, donc échange entre ceux qui seront sur scène, mais aussi échange avec vous. Vous tous, ici présents, acteurs de l'aménagement du territoire et professionnels de l'immobilier d'entreprise, acteurs publics et privés. Je vous propose d'ailleurs pour commencer de réaliser un petit sondage comme ça, à main levée, pour mieux se connaître, moi aussi pour mieux vous connaître. Qui, par exemple, dans la salle est représentant d'une collectivité? Ça fait pas mal de monde. Bienvenue. Qui est représentant de l'État? Bienvenue aussi, un peu moins nombreux, mais vous êtes là, merci beaucoup. Qui est opérateur public-privé, c'est-à-dire à la fois promoteur, constructeur ou aménageur? Bienvenue. Salvatore Castiglione a parlé aussi. Il y a des bureaux d'études, je crois, qui sont présents dans la salle. Bienvenue. Alors maintenant, pour savoir un peu quelle est la balance entre le public et le privé, qui est représentant du secteur public présent ici? OK. Et donc le privé? Un petit peu moins nombreux, mais vous êtes là, merci. Alors, est-ce qu'il y a des élus aussi parmi nous? Une élue? Deux? Eh bien, merci beaucoup d'être présents. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas levé la main? Alors, je vais éventuellement, si vous pouvez du coup vous dire, vous présenter et savoir qui vous représentez. Ok, donc journaliste. Et vous, monsieur? Pardon? En transition professionnelle. Eh bien, très bien, j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses. Voilà comment ça va, nos questionnements et nos partages, nos échanges vont s'organiser autour de 3 tables rondes à 11h15. Alors je ne sais pas si on tiendra le timing, on a commencé un peu plus tard, mais c'est pas grave. Une première table ronde centrée donc sur les leviers de l'optimisation foncière. Quels outils et bonnes pratiques existent pour maintenir, régénérer et rendre attractifs les espaces économiques existants? À 14h, après le déjeuner donc, une deuxième table ronde dédiée au prix du foncier et de l'immobilier à vocation économique dans le tissu existant. Et enfin, à 15h30, une table ronde qui abordera la gestion du temps de ce foncier économique pris entre deux feux, un temps court de l'opportunité foncière à saisir, de la réponse à apporter aux entreprises et le temps long de la régénération du foncier. Mais pour commencer, je vous propose de prendre un peu de hauteur avec Sébastien Lavoine, directeur de l'agence Hauts-de-France 2020-2040, une direction transversale, vous pouvez vous asseoir, du Conseil régional dont l'objectif est d'imaginer et de construire une région attractive à l'horizon 2040. Sébastien Lavoine, bonjour. Gilles Cragg, également, que j'invite à me rejoindre sur scène, chercheur à l'école des ponts ParisTech au sein du CIRED. Ici, c'est très bien.
le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, laboratoire qui s'intéresse justement aux trajectoires de développement vertueuses au plan environnemental. Et Joanne Witz, directrice du CISIAF, le syndicat mixte du Parc des Industries Artois-Flandre, parc d'activité de 460 hectares aux portes de Lille, destiné à recevoir des entreprises industrielles. Joanne Witz, Gilles Krag, bonjour. Vous pouvez enlever le masque, tout à fait. Alors Sébastien Lavoine, je me tourne d'abord vers vous pour commencer. On va élargir notre focale au plan régional. Depuis la loi NOTRe, portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, les régions disposent de compétences renforcées concernant le développement économique et l'aménagement du territoire, avec notamment la responsabilité, concernant ce dernier volet, d'établir un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le fameux SRADET. Le vôtre a été adopté, je crois, et approuvé à l'été 2020. Comment y est abordé le foncier économique? Alors, bonjour à tous, déjà. Effectivement, donc le sujet du foncier économique y est traité par plusieurs angles. Peut-être avant de vous expliquer comment, effectivement, ce sujet est traité dans le SRADET, rappelez, il y a une carte qui vous est projetée ici, comment, on va dire, l'exécutif a réfléchi en amont à ce sujet-là, qui est un sujet extrêmement global. Deux points importants, et je pense que vous le savez tous, la région Hauts-de-France, première région de France en termes de périurbanisation, avec des déplacements domicile-travail qui sont extrêmement importants, donc une dissociation des lieux d'emploi, d'activité économique et des lieux d'habitation. Deuxième point important, c'est une région qui est traversée par des flux, qui sont effectivement liés au positionnement géographique de cette région, avec le corridor autoroute 1 que tout le monde connaît, avec les ports, demain le canal Seine-Nord, et donc beaucoup de flux. Donc cette question-là, l'exécutif, très vite, a dit on ne peut pas dissocier effectivement la question de l'activité économique, ni du lien avec l'habitation, ni du lien avec les flux engendrés. Et on le voit bien, d'ailleurs, pour ceux qui habitent Lille ou les environs, les problèmes de flux et de congestion sur certains axes qui sont importants. Donc c'est important pour vous expliquer comment on a traduit cette question-là dans le SRADET. Donc on l'a traduit de trois manières différentes, trois clés d'entrée. La première, des objectifs et des règles qui visent, on va dire, une optimisation des ressources foncières. Donc ça, c'est assez classique, c'est-à-dire une réduction de l'artificialisation des sols d'une manière globale, avec un objectif de division par 3 à l'horizon 2030 pour aller jusqu'à une division par 6 à l'horizon 2050. Des règles qui visent, on va dire, une meilleure densification et une meilleure, un encouragement au renouvellement urbain, etc., etc. Donc ça, c'est un premier groupe de règles que je ne vais pas détailler là, mais donc qui est assez classique et qui ne vise pas uniquement, on va dire, le développement économique, mais bien toute l'optimisation des ressources foncières. Les deuxièmes types d'objectifs et de règles concernent, on va dire, tout ce qui est la rationalisation des implantations économiques. Donc là, par contre, on est vraiment sur le sujet économique. Que ce soit sur, on va dire, les aspects logistiques, puisqu'on a émis des règles sur les implantations logistiques en essayant de favoriser le plus possible, et on le verra tout à l'heure avec un schéma, une courbe qui est assez préoccupante, l'implantation de sites logistiques à proximité des échanges multimodaux notamment, pour essayer qu'on ait moins de dispersion, on va dire, à la fois des flux, encore une fois je reviens toujours à cette question des flux, et puis qu'on ait une meilleure performance de report modal aussi de ces flux. Donc ça, c'est un deuxième groupe d'activités. Je ne vais pas tout citer comme règle. On a également une règle qui vise tout particulièrement les implantations liées au canal Seine-Nord Europe, qui conditionne, on va dire, l'implantation d'une entreprise à l'utilisation de la voie d'eau. Ce serait quand même dommage d'avoir le canal Seine-Nord et des entreprises qui soient bord à canal et qui n'utilisent pas la voie d'eau. Donc ça peut paraître, on va dire, assez dingue de dire ça, mais bon, ça existe aussi. Donc il faut réglementer un petit peu ces aspects-là. Et puis, il y a une troisième modalité qui est importante également dans le SRADET, parce que ce n'est pas que du réglementaire, le SRADET, c'est une logique de mise en système. Donc là, vous avez une carte qui représente ce qu'on a appelé le hub logistique
mais qui en réalité ne concerne pas que les activités logistiques. C'est bien une organisation un peu stratégique, on va dire, des activités économiques au niveau régional, avec les atouts dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des ports, on va dire beaucoup des ports intérieurs, des ports aussi maritimes, demain le canal Seine-Nord, du ferroutage aussi qui se développe avec voilà, plusieurs possibilités. Et donc il faut organiser tout ça. Donc le hub logistique, c'est 3, on va dire, démarches. Et encore une fois, on n'est pas que sur du réglementaire. Il y a une démarche, on va dire, interterritoriale qui vise à essayer de progressivement générer de la cohérence entre les différents SCOT, hein, pour que effectivement chaque territoire ne soit pas dans une stratégie individuelle, sinon on voit bien que ça ne fonctionnera pas. Et puis, il y a également travailler très finement avec les développeurs, hein, les acteurs du développement économique. C'est important, et moi je suis un militant de ça, c'est de gommer les frontières entre les aménageurs et les développeurs, parce que c'est bien travailler ensemble sur ces sujets-là. Et puis, troisième point, travailler aussi avec les opérateurs, parce qu'il faut que SNCF, VNF, eh bien, proposent des niveaux de service qui soit compatible, on va dire, avec cette stratégie-là. Alors, une mise en système nécessaire, des règles également qui ont été renforcées par la loi climat et résilience du 22 août de cette année, 2021, qui inscrit la lutte contre l'artificialisation des sols dans les grands objectifs de l'urbanisme, avec notamment ce fameux objectif ZAN à l'horizon 2050. Observez-vous déjà des conséquences visibles suite à l'adoption du SRADET et de cette loi? Oui, on peut dire qu'on observe déjà des conséquences. La loi climat et résilience donc, a acté, on va dire, le zéro artificialisation net. Et on voit bien que, et je suis sûr que dans la salle beaucoup le constatent, on a des phénomènes de spéculation qui commencent à croître autour du foncier, particulièrement en zone tendue. Donc ça c'est très très clair. Avec une concurrence des usages, et en particulier dans les zones tendues, donc entre habitat et développement économique, parce qu'on voit bien que les questions de rendement ne sont pas les mêmes, selon le type d'implantation, logement, activité logistique, immobilier de bureau, etc. etc. Et puis aussi une concurrence publique-privée. On voit bien qu'on a de plus en plus de groupes privés qui investissent aujourd'hui dans des sites logistiques stratégiques et des sites d'activité économique stratégique. Donc là, on voit bien quand même qu'il y a une anticipation et un frémissement qui est assez important, de mon point de vue. Donc ça, c'est un premier point. Et puis l'autre conséquence qu'on peut imaginer aussi, c'est probablement un effet de ciseau en 2026, puisque c'est la date à laquelle les documents de planification auront dû être compatibles avec donc la loi climat et résilience sur l'artificialisation et aussi donc avec le SRADET qui s'inscrit déjà, on va dire, dans cette tendance-là. Cet effet de ciseau, il est important parce qu'on voit bien que là, avant 2026, beaucoup de territoires se disent vite, il faut que je me dépêche de consommer du foncier. Donc ça veut dire que les réserves vont diminuer. On connaît tous ici le temps de l'aménagement et du renouvellement urbain et on risque de se retrouver effectivement post-2026 avec des soucis de disponibilité foncière. Une nécessité d'anticiper, on y reviendra. Les demandes des entreprises également en matière de foncier évoluent, ne serait-ce que je pense uniquement aux impacts de la crise sanitaire. Il y a une demande déjà en termes de volumétrie qui diminue. Oui, alors c'est vrai que je pense qu'il n'y aurait rien de pire que de regarder la situation actuelle et future avec les lunettes d'hier. C'est vrai que là, on peut se dire, oh là là, attention, on s'en va tous vers une raréfaction du foncier, etc. Faut faire attention. C'est vrai que voilà, y a des phénomènes en cours et qu'encore une fois, il y a une grande diversité de situations selon les territoires. Toutefois, il faut faire, à mon avis, attention à des tendances. Alors, je ne parle pas de tendances à 30 ans, je parle de tendances qui sont déjà amorcées, comme je l'expliquais tout à l'heure, et sur lesquelles on voit bien qu'il va se passer des choses. La situation sur le foncier économique, dans 5 ans, ne sera probablement pas du tout la même qu'aujourd'hui. Ça va beaucoup bouger. Donc je vais prendre 3-4 exemples pour l'illustrer extrêmement rapide. Le premier point, c'est qu'on voit sur les implantations, par exemple industrielles, économiques d'une manière générale, eh bien là encore, on a une évolution assez récente, on va dire, des critères. Le développement de l'économie circulaire fait que certaines entreprises choisissent des sites de manière plus réfléchie qu'avant.
sur la question des flux, sur la proximité aussi avec des procédés de traitement, etc. On voit bien également que la question de la proximité des nœuds d'échange multimodaux est une question qui est très importante. Les développeurs le voient. Ce n'était pas forcément une question majeure il y a quelques années. Là, le secteur privé anticipe très bien que le sujet climatique vont les obliger à faire du report modal, etc. Et donc, voilà, on voit bien qu'aujourd'hui, on a demande. Salvatore Castiglione l'expliquait tout à l'heure, voilà, Gigafactory, etc. Ces entreprises-là ont demandé effectivement une proximité avec des nœuds d'échange multimodaux, avec la présence du ferroviaire, etc., etc. Donc ça, on voit bien que c'est en train de changer. Deuxième élément qui est en train de changer, et vous le savez tous aussi, c'est tout ce qui est offre commerciale, grande distribution. On sait très très bien qu'on a des friches qui vont apparaître, donc des terrains qui vont se libérer. Comment, etc. J'ai pas le temps de développer ici. Donc là, on est plutôt dans une logique de libération de foncier. Oui, il y aura une libération du foncier dans certaines zones vieillissantes. Voilà, on le voit bien d'ailleurs. Les grands groupes de grande distribution l'ont déjà anticipé. Troisième point aussi extrêmement important, donc la question logistique. Et là, vous avez un graphique qui vous montre que là aussi, on a quelque chose qui est en mouvement. Les dernières années, on a une explosion des implantations en Hauts-de-France. Et ça veut dire qu'avec plusieurs phénomènes liés tout à l'heure au phénomène de spéculation que j'évoquais, vous alliez avoir des reports de pression sur la logistique, sur des territoires moins détendus. C'est déjà en train de s'opérer. Et donc ça, il faut être très vigilant à ça, parce que si on ne réfléchit pas encore une fois à la question des flux derrière l'implantation des activités économiques et a fortiori des activités logistiques, eh ben on s'en va vers de grosses difficultés dans certains territoires. Donc ça, c'est extrêmement important, à mon avis, à prendre en compte. Et puis, dernier point que je pourrais illustrer, le Covid, le développement du télétravail, revient à changer aussi certaines pratiques. Et un représentant de Vinci me disait il n'y a pas très longtemps que la demande en matière d'immobilier de bureau avait considérablement évolué. C'est-à-dire que maintenant, la demande, elle est plutôt vers, on va dire, des surfaces plus petites, de moins de 500 mètres carrés, etc. Donc tout ça évolue, et donc ça veut dire qu'il ne faut pas regarder, encore une fois, l'avenir avec les lunettes d'hier, parce que tout ça, c'est un monde qui est extrêmement en mouvement. Vous avez parlé tout à l'heure de l'échéance de juillet 2026 pour l'intégration dans les SCOT de l'objectif de la loi climat et résilience. Est-ce que, et là on vient d'évoquer toutes les tendances à l'œuvre, est-ce que tout ça, finalement, eh bien c'est un peu une sonnette d'alarme pour nous dire OK, il faut s'en occuper dès maintenant, si on veut être prêt dans 5 ans, c'est un sujet que la région et les intercommunalités doivent prendre à bras-le-corps? Oui, je pense qu'il faut être dans l'anticipation, c'est extrêmement clair. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'attendre 2026 et de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait après, c'est extrêmement important. Là, il y a une carte qui est projetée, et c'est une carte qui a été réalisée par Urba 8, qui est le réseau des agences d'urbanisme, qui est travaillé sous une commande de la DGAN, donc Délégation Générale à l'Axe Nord. Et c'est un travail qui est extrêmement intéressant, qui mérite encore d'être développé, précisé, mais qui essaie d'identifier, on va dire, les sites stratégiques. Là où il y a du foncier économique disponible, et là surtout où il y a des sites d'importance stratégique, alors qui sont liés à plein de critères. Tout à l'heure j'expliquais capacité de report modal, etc., etc. Voilà, ça c'est un des exemples à mon avis qui va dans le bon sens, mais il faut aller plus loin. Je pense que d'une manière générale, on n'échappera pas à collectivement une rationalisation accrue quand même de la question des implantations. On ne peut plus se permettre, à mon avis, d'implanter des entreprises n'importe où, en fonction d'opportunités, etc. Il y a tous les terrains ne se valent pas, et c'est dommage d'utiliser parfois certains terrains pour des activités qui pourraient parfois se contenter d'un terrain qui soit peut-être dans un placement moins stratégique, etc., etc. Donc je pense que ces questions-là, elles sont extrêmement importantes, et d'autant plus que, comme je l'expliquais tout à l'heure, on voit bien que le secteur privé, c'est pas une menace. Commencent eux à se positionner sur justement. Donc eux ont une longueur d'avance. Voilà, ils connaissent le marché, etc. Donc il y a besoin d'avoir cette réflexion collective
sur ces questions-là. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point... Et est-ce que l'acteur public est forcément en concurrence avec l'acteur privé, ou on peut justement envisager des partenariats publics? Non, il faut envisager des partenariats publics-privés. Après, la question pour la puissance publique, c'est la question de la maîtrise. Hein, c'est évidemment. Donc c'est ça l'intérêt. Mais en tout cas, il ne faut pas opposer, bien évidemment. Mais il faut être conscient qu'aujourd'hui, eh bien, il y a un intérêt et que des terrains stratégiques sont achetés voilà, par le secteur privé, c'est tout. Donc, mais il ne faut surtout pas opposer, bien évidemment. Le deuxième point qui me semble important, c'est aussi appréhender le sujet de manière globale. Là, effectivement, vous m'avez posé la question, et légitimement, parce que c'est la compétence de la région sur le SRADET, mais il ne faut pas limiter ce sujet-là à, on va dire, une approche réglementaire. C'est bien une approche globale. Guilain Cambier, qui est en charge du SRADET à la région, le dit très bien. Effectivement, il y a des objectifs de réduction de l'artificialisation, mais il faut les accompagner. L'EPF étant, on va dire, un instrument extraordinaire pour accompagner les territoires, mais il faut aussi aller plus loin. Je sais que le gouvernement réfléchit à des leviers fiscaux. Voilà, il y a sûrement ça à travailler. Il y a une ingénierie qu'il faut développer globalement, aller davantage vers une forme d'écosystème des territoires sur la question foncière. On voit bien qu'on a aussi un repositionnement qui est assez intéressant, une recomposition du paysage des acteurs du foncier. Voilà, des SEM qui aujourd'hui élargissent leur champ d'action, le secteur privé également, qui aussi commence à faire de la maîtrise foncière, etc., etc. Donc tout ça bouge et il faut travailler ensemble. C'est extrêmement important. Donc appréhender le sujet de manière globale. J'ai expliqué la question des flux tout à l'heure. Voilà, c'est une des clés d'entrée. Et puis, essayer de travailler sur, on va dire, des écosystèmes qui visent à mieux travailler acteurs développement économique et acteurs de l'aménagement ensemble. Je pense que c'est important. Acteurs de l'opérationnel et acteurs de la planification. En France, on a un peu trop tendance à cloisonner. C'est vrai que quand on va voir, par exemple, je crois qu'il y a des intervenants aujourd'hui, voilà, nos amis les Belges, ils cloisonnent moins. Développement économique et aménagement sont davantage pensés ensemble, etc., etc. Moi, je trouve que c'est intéressant. Voilà. Alors, vous nous avez montré beaucoup de cartes, vous parlez de l'importance effectivement de travailler ensemble. Ça pose la question d'avoir finalement peut-être un outil justement de connaissance partagée entre les acteurs et une vraie connaissance du territoire à l'échelle de la région sur où se situe l'activité économique et notamment repérer les projets stratégiques. Tout à fait. Alors, effectivement, j'ai évoqué effectivement le sujet de la connaissance. On a déjà des outils que on commence à développer, mais qui sont pas encore suffisants. Il y a donc Géo-de-France, qui est une plateforme État-région partagée sur ce sujet-là, et qui vise effectivement à essayer de mutualiser des ressources, des données, à disposition, on va dire, des territoires, et pour un coût qui est vraiment très faible, on va dire, pour les territoires, puisqu'il y a une prise en charge, on va dire, notamment par le FEDER aussi, d'outils d'observation. Donc là, par exemple, vous avez un groupe de travail dédié au foncier économique qui est présent donc, dans Géo-de-France. Vous avez donc un outil qui s'appelle OCS2D qui nous permettra d'avoir une observation extrêmement fine du foncier, non seulement pour caractériser, on va dire, l'occupation des sols, mais aussi les usages. Et ça, c'est aussi important. Donc ça, c'est quelque chose qui était déjà présent en Nord-Pas-de-Calais et qui était étendu en Hauts-de-France et qui sera disponible courant 2023 pour les territoires. Donc ça, c'est un sujet qui, à mon avis, est extrêmement important de connaissance et surtout de partage de connaissances. Je vais vous raconter, je termine juste par cette anecdote-là. J'avais discuté avec Yann Pitelet donc de Nord France Invest en septembre, et qui est vraiment extrêmement sollicité pour les implantations d'entreprises, c'est son métier. Et lui n'avait pas, aujourd'hui, de carte précise, on va dire, des disponibilités foncières
en Hauts-de-France, sur la question des sites en jeu, et n'avait pas non plus une information très précise sur la connexion ou pas de certains sites à, on va dire, des lignes ferroviaires, à un embranchement fluvial, etc., etc. Quand je dis pas de connaissance, c'est-à-dire une connaissance imparfaite. Et ça, c'est extrêmement problématique, parce qu'aujourd'hui, l'intérêt de ce type d'outil, c'est pas seulement de se dire tel site a un embranchement ferroviaire, c'est est-ce que cet embranchement ferroviaire est en service ou pas ? Parce que ça, c'est un vrai sujet, et les coûts de remise en service, aujourd'hui, sont extrêmement élevés. Donc, on a besoin d'avoir un outil partagé pour fabriquer cette connaissance, pour être davantage stratège dans les prochaines années, et aussi pour fabriquer, ce que j'expliquais tout à l'heure à travers le hub logistique, cette fameuse mise en système. C'est un peu techno, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, sur ces sujets-là, eh bien, on ne s'en sortira pas seul, territoire par territoire. Il faut bien essayer de réfléchir de manière globale. Si j'ai bien compris, du coup, un outil partagé pour effectivement repérer le foncier disponible, mais aussi pour le relier à l'activité économique, quel usage on va en faire, pour que ça rejoigne une stratégie globale d'implantation économique, quelles activités on veut attirer sur nos territoires. Et puis, il y avait un dernier point, effectivement, la question finalement des flux. Le fait d'être effectivement à proximité de nos modos pour que les implantations soient cohérentes aussi par rapport à l'aménagement du territoire. Merci beaucoup Sébastien Lavoine. Gilles Cragg, je me tourne maintenant vers vous. Je le rappelle, vous êtes chercheur à l'école des ponts ParisTech au sein du CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, un laboratoire donc qui s'intéresse à l'éco-développement et qui aide à formaliser des trajectoires de développement qui sont vertueuses du point de vue environnemental. Et vous, en particulier, vous vous intéressez à ces trajectoires de développement à l'échelle des villes et des territoires. Alors, le contexte de la crise sanitaire remet en évidence le besoin d'une relocalisation des activités productives pour réduire notre dépendance économique et réindustrialiser nos territoires. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est qu'entend-on finalement par activité productive, et puis était-elle vraiment partie de nos territoires ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc effectivement, moi je ne suis pas praticien de l'aménagement du foncier, je suis prof à l'école des ponts et puis je m'intéresse à ces questions de développement économique des territoires depuis pas mal de temps. Et donc là, ce que je vous propose de faire, donc il n'y a aucune carte, aucun chiffre, aucun schéma, que du blabla, comme dirait Greta Thunberg. Je vais essayer qu'il soit néanmoins peut-être éclairant pour évoquer ces questions d'information, de savoir, de catégorie, parce que je pense que, comme vous le disiez, c'était rigolo, enfin rigolo, pas rigolo, mais intéressant juste à la fin. On a sans doute besoin, quand on réfléchit à ces questions d'activité productive, d'économie productive, de se réinterroger sur les lunettes, sur les catégories avec lesquelles on pense, et donc on mesure, et éventuellement on agit. Donc voilà, donc la période récente, on parle beaucoup de relocalisation de l'industrie. Et puis il y en a qui disent non, c'est pas relocalisation de l'industrie, il faut parler de réindustrialisation. Puis là, il y en a qui disent non, c'est pas réindustrialisation en fait, parce que l'industrie c'est trop restrictif. Il faut parler d'économie productive ou d'activité productive en lien avec quelque chose la promotion de nouveaux territoires qui seraient des villes productives. Il y a un programme de recherche du PUCA qui porte là-dessus. Voilà, donc on voit bien qu'il y a un champ sémantique qui est en train d'émerger avec des mots, un lexique qui n'est pas totalement stabilisé, mais qui néanmoins met en évidence, à mon avis, trois points. Le premier point, c'est qu'on met l'accent sur un certain type d'activité économique, l'industrie, la production. Deuxième point, c'est qu'il y aurait une sorte d'avant, de maintenant et d'après. C'est le préfixe relocalisation, réindustrialisation. Donc il y aurait quelque chose qui serait en train de changer, peut-être une rupture, on ne sait pas trop. Et puis le troisième point important, ça a à voir avec l'aménagement, la géographie, l'espace. On parle de relocalisation, on parle de villes productives. Donc moi ce que je vous propose de faire là,
le plus vite possible, c'est d'essayer de peut-être mettre en ordre un petit peu toutes ces idées. En tout cas, de proposer une mise en ordre un petit peu de ces idées qui naviguent un petit peu de manière instable, ou en tout cas on ne sait pas trop finalement de quoi on parle. Ça peut éventuellement être l'intérêt de faire réfléchir des chercheurs dans cette perspective-là. Donc peut-être une présentation en 3 points. Premier point, je reviendrai effectivement sur économie productive, de quoi parle-t-on ? Et le point que j'aimerais essentiellement développer, c'est que si on parle d'économie productive, hein, le titre de la table ronde, ça s'appelle la relocalisation des activités productives, c'est justement pour dire que l'économie productive, ça va au-delà de l'industrie. Donc si ça va au-delà de l'industrie, ça veut dire qu'il y a sans doute différents types d'activités à identifier, et j'essaierai de ce que je vous propose, c'est de mettre en évidence essentiellement 2 types différents d'économie productive. La première, c'est l'industrie au sens de l'ANAF, de l'INSEE traditionnel, et puis un deuxième type qu'on a un peu plus de mal à qualifier, que je propose moi de qualifier de ce qu'on pourrait appeler le care of things. Hein, par référence, on a l'Internet des objets, Internet of Things. Et moi, il me semble qu'il y a une autre activité au moins aussi importante aujourd'hui, notamment en lien avec la question de la transition écologique. Ce sera mon deuxième point, c'est ce que j'appelle le care of things. Le soin pour les choses ou l'infrastructure matérielle. Et puis, troisième point, donc deuxième point, je mettrai vraiment en lien cette remontée du discours autour de l'économie productive avec la question de la transition écologique, ça me paraît fondamental. Et en troisième point, pour conclure, je reviendrai rapidement sur les questions d'aménagement et de foncier, très rapidement, parce que c'est l'objet de toute la journée. Pardon, j'ajuste. Donc premier point, économie productive. Alors là, ce que je vais vous raconter, c'est très lié à une recherche que j'ai menée avec Muyina Ogboye-Vazieux, qui est dans la salle, avec l'établissement public territorial Grand Orly Seine-Bièvre. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on a construit ensemble, d'une certaine manière. Et donc de l'intérêt des chercheurs de travailler avec les professionnels, de ne pas rester dans leur bulle. S'ils restent dans leur bulle, à mon avis, ils ne produisent pas grand-chose. Donc le point de départ, simplement rapidement rappeler le point de départ. Donc Grand Orly Seine-Bièvre, tout le monde voit où c'est pas dans les Hauts-de-France, c'est en Île-de-France. Donc c'est un établissement public territorial qui fait partie de la métropole du Grand Paris, qui se situe, en gros, c'est la Seine-Amont. Ivry, Vitry, Choisy, ça, on va jusqu'aux portes de l'Essonne. C'est là où se trouve évidemment l'aéroport d'Orly et le mine de Rungis. Voilà. Donc, l'établissement public territorial s'occupe de ce grand territoire-là. Et c'est un territoire qui a assis sa stratégie de développement économique sur l'industriel et le productif. Donc ça, c'est très important. Tout en constatant que, en regardant en fait les chiffres de l'industrie selon l'ANAF, selon l'INSEE, part de l'emploi industriel à Grand Orly Seine-Bièvre, 6%. Part de l'emploi industriel en Île-de-France, 8%, part de l'emploi industriel en France, de façon générale, 12%. Donc en fait, on a un territoire qui construit sa stratégie de DevEco sur l'industriel et le productif, avec un pourcentage de l'emploi dans l'industrie au sens de l'ANAF qui est faible, même plus faible qu'en Île-de-France. Donc là, vous voyez, on voit tout de suite le problème d'identification. Ça veut dire qu'on a... Alors, évidemment, on n'est pas parti le point de départ, c'était pas de dire Grand Orly Seine-Bièvre se trompe sur sa stratégie de développement économique. On s'est plutôt dit, en fait, non, il ne se trompe pas, c'est plutôt les statistiques, en tout cas les indicateurs classiques qui ne fonctionnent pas. Donc, je passe les détails du travail en fait, de retour un peu, ou d'examen un peu fin de toutes les nomenclatures de l'INSEE, on va dire. Et pour arriver à tout de suite le grand enseignement pour moi de ce travail, c'est qu'en fait, il n'y a pas une seule économie productive, il y en a au moins 2 qu'il faut distinguer analytiquement, et c'est intéressant de les distinguer. Donc le premier type, c'est, on va dire, l'industrie au sens de l'ANAF. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire ? On peut en dire d'abord que c'est un champ d'activité qui est passé de 6 millions d'emplois à 3 millions entre 1975 et aujourd'hui. C'est un champ d'activité qui a connu des restructurations très très importantes, externalisation des fonctions,
donc toute une part de l'emploi qui s'est retrouvée dans les services du fait de la réorganisation des structures productives. L'autre caractéristique importante, c'est une augmentation très très importante de la productivité, qui fait qu'en gros, pour produire un certain volume de produits, on a besoin de beaucoup moins d'emplois aujourd'hui. Donc en fait, on a des formes d'automatisation très importantes, qui ne sont pas simplement liées à la numérisation actuelle, c'est une trajectoire qui commence au moins depuis les années 90. Donc un secteur qui a connu des transformations extrêmement importantes depuis les années 90. Alors si l'emploi a décru, et c'est pour ça que généralement on parle de désindustrialisation, moi il me semble que ce mot n'est pas totalement adéquat avec l'état de la trajectoire de ce champ d'activité. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt parler de restructuration ou de mutation industrielle, parce qu'en gros, on se rend compte que le niveau de la production en volume est stable. Voilà, donc ce premier type d'économie productive, moi je propose de l'appeler l'économie productive de l'usine 4.0. Pour bien mettre en évidence tout ça. Et puis, à côté de ce champ d'activité-là, il y a tout un autre champ d'activité d'économie productive qu'on a plus de mal à qualifier d'une certaine manière, qui relève d'une logique différente de la logique en fait, de l'industrie traditionnelle, automatisée, 4.0, qui est très tournée vers l'exportation. Et on a aussi une économie productive qui est beaucoup plus sédentaire et, quant à elle, tournée plutôt vers les besoins des bassins de vie ou de consommation. Alors, peut-être pour arriver un peu à la saisir, on peut l'illustrer à travers un certain nombre de grands équipements. Par exemple, un incinérateur, une plateforme de matériaux du BTP, un centre de maintenance pour matériel roulant ou matériel aéronautique. Il y a un grand centre de maintenance d'Air France, évidemment, juste à côté de l'aéroport d'Orly. On parle souvent de l'aéroport d'Orly, on parle moins souvent de ce centre de maintenance des avions, qui est une activité très 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 importante. Voilà. Donc en fait, tout ce type-là de site productif, qui ne relève pas, vous voyez, de l'industrie exportatrice au sens traditionnel, mais qui néanmoins constitue aussi une économie productive, qui est un petit peu différente. Alors, souvent les architectes parlent de villes servantes. En tout cas, on a beaucoup ce vocabulaire en Ile-de-France. Hein. Je ne sais pas si en Haute-France on parle aussi de ce genre. En tout cas, toute la périphérie de Paris se qualifiait parfois de ville servante. C'est souvent un petit peu péjoratif, mais en tout cas, ce côté ville servante, c'est bien lié à la présence de ces grands établissements productifs qui ne relèvent pas en fait de l'industrie manufacturière productive, donc du type 1. Et donc on a ce second type d'économie productive qui est lié en fait à la gestion, la construction, la maintenance de de la matière, des systèmes techniques en fait qui constituent l'infrastructure matérielle de nos vies quotidiennes. Donc et c'est pour ça, c'était un peu par contre-pied, parce que j'en ai aussi un petit peu marre d'entendre parler du digital, du numérique, etc. Cette économie, je l'ai appelée le care of things, c'est-à-dire que toutes ces activités qui entretiennent, gèrent, construisent, s'intéressent, font en sorte que nos vies quotidiennes fonctionnent le moins mal possible. Et dans cette vie quotidienne, il n'y a pas que des médecins, des infirmières, des profs, etc. Il y a aussi toute une infrastructure matérielle. Voilà, donc en fait, ce qu'on peut retenir peut-être de ce travail autour peut-être de clarification de ce qu'on appelle économie productive, c'est qu'en fait, quand on résume l'économie productive simplement à l'économie de l'usine 4.0, eh ben, on perd un pan très très important d'activité qui se trouvent dans les villes, qui sont extrêmement importantes et qui reviennent justement peut-être à l'avant des sujets de préoccupation. Et à cause de quoi? À cause justement de l'enjeu de transition écologique. C'est un peu le deuxième point que je voudrais développer avec vous. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est une vie productive. D'ailleurs,
à travers l'usine 4.0, mais aussi ses activités tournées autour du soin apporté à l'infrastructure matérielle, au Care of Things, en fait, elles sont importantes aujourd'hui, non seulement parce qu'elles sont porteuses d'une économie, ou qu'elles sont porteuses de la compétitivité de notre économie, mais aussi parce qu'elles sont au centre de l'enjeu de transition écologique. Et en fait, elles sont en rapport avec ces enjeux de transition écologique de manière assez différente. L'usine 4.0, je vais essayer d'être le plus bref possible. L'usine 4.0, en fait, elle est importante aujourd'hui du point de vue de la transition écologique, et pas seulement du point de vue de la compétitivité de l'économie française, parce que, en fait, elle a un rapport direct avec la réduction de l'empreinte carbone de l'économie française. Une autre caractéristique de l'évolution de l'industrie dans l'économie française, c'est, depuis le début des années 2000, l'explosion du déficit manufacturier. Vous avez peut-être entendu parler de ça, ou pas. En tout cas, depuis le début des années 2000, on voit que les importations de produits manufacturiers sont plus importantes que les exportations, et l'écart ne cesse de se creuser depuis une quinzaine d'années. Et ça a évidemment des conséquences sur l'empreinte carbone de l'économie française. Si les émissions territoriales de CO2, de gaz à effet de serre, ont tendance plutôt à baisser, ce qu'on constate, c'est que l'empreinte carbone, où on compte l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie des produits, l'empreinte carbone a tendance à baisser. Et donc, une manière de faire baisser cette empreinte carbone, qui est c'est ce que vous trouvez de manière très nette dans les rapports du Haut Conseil pour le climat. Vous trouvez même cette idée-là dans le dernier rapport de RTE, dont on a beaucoup parlé, qui porte sur les futurs énergétiques 2050 de la France. C'est-à-dire qu'en fait, la réindustrialisation, donc la façon usine 4.0, manufacturing, nouveau manufacturing, elle a un très grand intérêt pour la question climatique, si on la regarde du point de vue de l'empreinte carbone. Donc ça, c'est pour l'usine 4.0. Et puis pour le Care of Things, là, on a en fait des activités qui sont directement au cœur de la transition écologique, puisqu'il s'agit de la gestion de l'eau, de la gestion des déchets, de la gestion de l'énergie, à la fois que ce soit les énergies renouvelables ou la rénovation énergétique, tout un champ d'activités qui sont concernés, en fait, de façon directe par la transition écologique. C'est-à-dire qu'en gros, la transition écologique ne se fera pas sans une transformation, une reconversion et sans le recours à toutes ces activités qui portent sur l'eau, le sol, la matière, l'énergie. Donc c'est cette autre économie productive dont je parlais tout à l'heure, et qui est au cœur de la transition écologique. Puis simplement pour terminer, un troisième point, je disais tout à l'heure, l'économie productive a un lien de fait avec des questions d'immobilier, de foncier, d'aménagement spatial. Donc si comme il me semble que c'est le cas, cette économie productive va prendre de plus en plus d'importance du point de vue des grands enjeux socio-économiques contemporains, la question qui se pose, c'est de lui trouver une place dans l'espace, simplement. Et en fait, trouver une place à l'économie productive, c'est tout sauf facile, pour deux raisons essentielles. Donc évidemment, toute la journée va être consacrée à ça, mais je voulais peut-être pointer trois points, moi, qui me semblent importants. Le premier point, c'est que cette économie productive a besoin de sites dédiés spécifiques. On ne met pas un incinérateur dans un bureau standard, ou une station d'épuration, voilà. Donc il y a des espaces dédiés à créer pour cette économie productive. Et en plus, cette économie productive, les activités qui relèvent de l'économie productive, elles ont une autre caractéristique très importante, c'est que, en fait, elles nécessitent une gestion spécifique avec les activités environnantes. Faire une ville mixte avec des bureaux et du logement, c'est relativement facile du point de vue de la gestion de la cohabitation, plus ou moins facile. Par contre, mettre un incinérateur dans une ville où il y a aussi des gens qui vivent, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, donc en fait, c'est la deuxième caractéristique qui rend l'implantation de cette économie productive beaucoup plus
j'allais dire délicate, mais ça existe depuis le 19e siècle. Hein. C'est rien de nouveau, mais je voulais simplement le rappeler parce que il me semble que c'est des choses importantes quand on parle d'aménagement de l'espace. Donc ça, c'est la première raison de la difficulté de trouver une place à cette économie productive. La deuxième difficulté est liée à la façon dont fonctionnent les marchés immobiliers et fonciers de manière spontanée aujourd'hui. Les marchés fonciers immobiliers, aujourd'hui, en tout cas dans les grandes agglomérations urbaines, privilégient d'autres produits immobiliers que les locaux d'activité dans lesquels viennent se loger les activités productives. C'est-à-dire, si vous êtes un responsable d'une collectivité territoriale, il y en a beaucoup ici, donc je vais faire attention à ce que je raconte, mais en tout cas, vous avez plutôt intérêt à vendre des charges foncières à des promoteurs de logements ou éventuellement de bureaux qu'à essayer de développer, voire de maintenir des locaux d'activité. Donc il y a une difficulté, j'allais dire, structurelle, du point de vue du fonctionnement spontané des marchés fonciers et immobiliers. Et du coup, ça suppose effectivement, si on laisse faire, on aura du mal, donc il faut une intervention publique. Voilà, c'est des trucs assez classiques dans la théorie, dans l'analyse économique, on va dire, du développement des territoires. Donc il faut une intervention publique, et peut-être même il faut plus qu'une intervention publique, il faut construire peut-être un nouveau système d'acteurs, au-delà de simplement de mettre en place des instruments incitatifs ou réglementaires, etc. Sans doute, il faut aller un peu plus loin, construire un nouveau système d'acteurs, c'est-à-dire des promoteurs d'un nouveau genre, des investisseurs d'un nouveau genre, des architectes d'un nouveau genre, une architecture d'un nouveau genre. En tout cas, je vois par exemple en Ile-de-France, il y a des jeunes agences d'architecture qui se mettent en place, qui se développent et qui ont pour projet justement d'inventer de nouvelles architectures ou de recycler de nouveaux modèles d'architecture plus verticales pour loger justement cette activité productive qu'on a du mal à faire rentrer dans la ville, soit parce qu'on a du mal à trouver de la place, soit parce qu'économiquement c'est très difficile à faire. Donc nouvelles architectures et nouveaux bureaux d'études, donc créer sans doute, au-delà d'une simple intervention publique, créer un nouveau système d'acteurs. Et puis, dernier point, j'ai peut-être été un peu trop long, dire, puisqu'on est à l'échelle régionale, que cette question d'aménager pour l'économie productive, elle se pose sans doute un peu différemment dans les grandes agglomérations urbaines et dans les villes moyennes, les villes petites et moyennes. Dans les grandes agglomérations urbaines, on voit que le problème essentiel, c'est le problème de la concurrence pour l'usage des sols, et donc cette difficulté à faire sortir des locaux d'activité, étant donné le fonctionnement des marchés immobiliers et fonciers, alors que dans les petites villes, moi il me semble que la question... Alors, le ZAN se pose aussi dans les grandes agglomérations, mais c'est aussi une question qui se pose dans les petites villes, parce qu'en fait, elles ont construit, quand on y trouve encore des industries ou de l'économie productive, elles ont construit un peu leur développement productif vraiment sur, en fait, la mobilisation de foncier agricole. Donc moi, je travaille, par exemple, avec une petite ville normande qui s'appelle Vire-Normandie, au sud de Caen, qui est une ville qui a un développement industriel qui est remarquable. Ce développement industriel, elle l'a beaucoup assis sur la mobilisation de foncier agricole. Avec le ZAN, elle ne va plus pouvoir faire ça. Et donc se pose aujourd'hui, dans ce genre d'environnement, la question de si je peux plus activer le foncier agricole, comment est-ce que je fais pour maintenir et développer mon développement industriel. Voilà, je m'arrête là. Eh bien, merci beaucoup, Gilles Cragg. Et en fait, moi, je tiens à vous féliciter parce que vous avez tenu vos 20 minutes parfaitement. Vous avez une horloge dans la tête. Vous disiez que vous n'aviez pas, vous étiez venu sans carte, mais moi, j'ai envie d'essayer de faire le lien justement avec ce que nous a dit Sébastien Lavoine et en nous montrant ces cartes. Vous nous avez ouvert les yeux sur justement une autre réalité de l'activité productive, ce que vous appelez le care of things, qui va nécessiter effectivement de l'espace, du foncier disponible. Et justement, tout l'enjeu, je me retourne vers vous aussi Sébastien Lavoine, c'est justement d'anticiper cela au
départ dans les stratégies régionales, intercommunales, pour leur trouver une place à ces activités productives dont vient de nous parler Gilles Cragg. Il y a un autre point que je voulais aussi relever, c'est que vous avez effectivement soulevé beaucoup de pistes qui vont être abordées dans les tables rondes suivantes, notamment sur les architectures verticales, les nouvelles... voilà, ça c'est des choses qu'on va aborder dans la table ronde suivante. Donc merci beaucoup. Maintenant je me retourne vers vous, Joanne Witz. Vous êtes la directrice du CISIAF, le syndicat mixte du Parc des Industries Artois-Flandre, parc d'activité de 460 hectares, situé sur les communes de Douvrin et Billy-Berclos, donc non loin d'ici. Vous avez dû faire face ces dernières années à une mutation importante. Je pense que tout le monde ici dans la salle l'a en tête, mais je vais rappeler rapidement le contexte. En 2014, la principale entreprise qui occupe votre parc, la Française de Mécanique, l'AFM, comme on l'appelle, une des plus grandes usines de France spécialisée dans la construction de moteurs pour l'industrie automobile, eh bien, cette entreprise annonce vouloir diviser la surface de son site par 3, passant de 140 à 40 hectares, laissant ainsi 100 hectares de friches. Comment avez-vous géré cela? Et je vais reprendre le titre de cette journée. Est-ce que c'est mission impossible? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai que pour rappeler le contexte, lorsque la Française de Mécanique, qui est devenue maintenant le site de Stellantis, PSA Douvrin, nous annonce compacter son site en 2014, on reçoit quand même un coup de massue. Le parc des industries a 45 ans. À ce moment-là, c'est un parc sur 460 hectares. Il nous reste encore une centaine d'hectares à commercialiser. Et on apprend que la plus grande entreprise va être divisée par 3. Et il faut dire qu'en 2014, ça fait quand même un moment qu'on n'a pas vu non plus de projets industriels tournés en région. Il y a quand même très peu de projets depuis la crise de 2009. Donc on se doit de rebondir parce qu'au-delà de la diminution par 3 du foncier, c'est également la diminution par 3 du nombre de salariés. Donc il y a quand même un déficit d'emploi. Et la Française de Mécanique nous présente aussi cette opération de compactage comme la survie du site. On aura, grâce à ce compactage, une usine de 1500 salariés. C'est quand même mieux que 0, surtout qu'on était quand même initialement plutôt à 5000 salariés. Donc on avait vraiment une épée de Damoclès sur la tête et déjà à cette époque-là, on travaillait avec l'établissement public foncier à la requalification d'un site d'une moindre importance, puisqu'il n'était plus que sur 17 hectares, suite à la fermeture d'une industrie de production de fibres synthétiques, le site Filartois. Donc très rapidement, nous avons pris attache de l'EPF, nous avons rencontré les dirigeants de PSA, immobilier, Stellantis, voilà, qui est devenu Stellantis. On va parler de PSA, on sera au moins au milieu des transitions. Et nous avons en fait très vite acté un accompagnement de ce compactage. Alors l'aide de l'établissement public foncier a été double. À la fois, ils ont lancé une étude pour savoir ce qu'on pourrait faire sur l'ensemble des territoires qui allaient être libérés. Et à la fois, ils ont aussi assuré le portage foncier avec une certaine rapidité, puisqu'ils ont ouvert au différé des jouissants sur une certaine partie des terrains, afin que PSA puisse vendre au moins une partie du site on a travaillé sur une année. En une année, il y avait déjà 24 hectares de terrain vendus et achetés par l'EPF. Alors, l'étude de pré-opportunité a été menée également rapidement, puisqu'en 2017, nous avions déjà un schéma directeur qui a été établi après diagnostic de l'ensemble des terrains libérés. Vous voyez ce schéma directeur à l'écran. 3 secteurs ont été identifiés. Un premier secteur qui est situé le long de la nationale 47, un secteur qui ne présente pas une grande largeur, mais qui présente l'avantage d'être une vitrine le long d'un axe routier trépassant, et aussi qui, alors un avantage, un inconvénient, mais on va le prendre comme un avantage,
présenter des équipements sportifs qui étaient les anciens équipements du CE de la Française de Mécanique. Un karting, un étang de pêche, un stade de foot. Donc voilà, quel est le devenir de ces équipements? Qu'est-ce qu'on pouvait en faire? Un deuxième secteur que vous voyez en rouge, qui est d'une surface de 35 hectares et qui était très bâti. Sur ces 35 hectares, il y avait à peu près 17 hectares de bâtiments construits qui ont été diagnostiqués non valorisables. Donc avec derrière des coûts de déconstruction in fine. Enfin, le dernier secteur, un secteur nord de 35 hectares aussi, qui était peu construit, parce que la principale construction, qui avait été la fonderie de la Française de Mécanique, était déjà déconstruite, et qui présentait l'avantage d'avoir la proximité du canal, même s'il n'y avait pas de quai, et aussi un faisceau de voies ferrées qui n'était plus utilisé, mais avec un tracé qui avait été maintenu. Ce schéma, en fait, c'est vraiment ce schéma directeur, nous permet de comprendre qu'au-delà de la difficulté de voir une des grandes entreprises se réduire, on a devant nous des opportunités nouvelles d'implantation industrielle sur des parcelles de très grande surface, parce que des parcelles de 35 hectares à 30 minutes de Lille, il n'y en avait pas beaucoup en région, même en 2017. Donc on est passé quand même de ce coup plutôt mauvaise nouvelle à des chances d'opportunité et de se dire, on va redévelopper ce cœur industriel dans notre région. Et justement, vous allez bientôt accueillir la fameuse Gigafactory, usine de fabrication de batteries pour voitures électriques, portée par la co-entreprise ACC, Automotive Cell Company, entre PSA Stellantis et Saft, filiale de Total Energy. Qu'est-ce qui a fait que finalement ACC a décidé de s'installer sur votre site, et quelles peut-être ont été les difficultés pour requalifier cette zone que vous venez de nous décrire? Alors ACC avait, on va dire, des besoins primordiaux. Le premier besoin, c'était une grande surface de terrain. 35 hectares était une surface minimum pour qu'ils puissent s'implanter. Donc ça, c'était un élément primordial. Deuxièmement, ils avaient besoin d'une énergie de très grande capacité, une énergie électrique, et ils pouvaient bénéficier de l'énergie libérée par le site de la Française de Mécanique. Donc il y a une ligne haute tension qui dessert le site avec un poste source situé à 500 mètres. Il n'a pas été trop difficile d'alimenter le site ACC grâce à cette ligne haute tension dans un temps compatible avec le projet ACC, qui est un projet qui est très rapide. Deuxièmement, ils ont besoin d'une eau industrielle également en très grande quantité, et notamment pour assurer la défense incendie du site. Là, pareil, la Française de Mécanique bénéficie d'une station de pompage d'eau industrielle au canal d'Air. Le compactage de la Française libère des possibilités de production d'eau qui va servir à la société ACC pour assurer la défense incendie. Le dernier point, c'était quand même aussi un bassin d'emploi industriel important. Le site ACC va recruter entre 700 et 2000 personnes en 5-6 ans. Il était important pour eux d'offrir en fait une requalification au bassin industriel de l'automobile qui avait perdu un certain nombre d'emplois dans ces dernières années. Et alors, pour faire vivre votre parc, est-ce que la simple requalification, recyclage suffit? Gilles Crac, tout à l'heure, disait que les petites villes, notamment, vont être confrontées à cette difficulté parce qu'aujourd'hui, elles se développaient économiquement principalement par de l'extension agricole. Vous, au sein de votre parc, est-ce que ça reste quand même aussi une solution, l'extension, ou le recyclage suffit? Alors, pour pouvoir accueillir de nouvelles entreprises, permettre aux entreprises de s'agrandir. Avec le recul, lorsqu'on est en 2021, on se dit que les opérations d'implantation en fait, de sites logistiques qu'on a fait en 2019
sur 35 hectares, sur des terrains agricoles, nous permettent aujourd'hui de financer le projet ACC. Sans ces implantations, sans ces bilans positifs initiaux, on n'aurait pas réussi à financer l'implantation ACC. Donc c'est bien cet équilibre entre l'aménagement agricole et le recyclage qui nous permet d'être à peu près à l'équilibre à ce jour. Il faut aussi ajouter que pour une implantation comme ACC, le PSA vend le terrain, mais c'est des terrains non viabilisés. Quand vous voyez bien la carte, ces 35 hectares d'ACC sont au cœur d'une parcelle de 140 hectares qui avait qu'une alimentation électrique, qu'un système d'assainissement propre à PSA. Donc le CISIAF, en tant qu'aménageur, vient viabiliser cette parcelle, créer des voiries pour desservir le site, amène l'eau, amène le gaz. Donc il y a des frais de viabilisation qui n'ont pas de contrepartie de vente de terrain. Donc là, on est vraiment bien dans un déséquilibre financier total. Déséquilibre du coup aussi, concurrence. Est-ce qu'on peut parler de concurrence déloyale entre la terre agricole et le terrain recyclé ? Alors, maintenant, avec, c'est vrai qu'un peu d'expérience, on se dit qu'il faut vraiment que la vente de terrain agricole, alors nous, on n'est pas identifié comme terrain agricole au niveau du document d'urbanisme. On est bien une ZAC de 460 hectares. Quand on parle de parcelles agricoles, c'est des parcelles qui ont été déjà acquises par le CISIAF et qui sont en attente de commercialisation avec un traitement agricole en type d'entretien. Donc on n'a pas cette problématique de transformer la nature du sol. Ceci dit, quand on vient sur notre parc, on voit des terrains agricoles. On n'est pas... on va regarder le document d'urbanisme. Hein. Donc, et le fondement, c'est quand même bien des terres agricoles. Mais la richesse du terrain agricole doit peut-être, le coût du foncier agricole doit peut-être être revu en se disant que ce serait plus logique que les terres agricoles coûtent plus cher que des terrains déjà construits, dans la mesure où lorsque les prospects viennent sur des terrains déjà construits, ils vont avoir des coûts de construction qui peuvent être plus importants. On peut avoir des réseaux enterrés, on peut avoir eu un sous-sol remblayé avec une portance de sol moindre, et ça va nécessiter pour le prospect des coûts beaucoup plus importants. Donc voilà, on va avoir tendance à dire que les coûts de foncier des terrains requalifiés sont plus chers, parce qu'on a un coût de revient beaucoup plus cher, alors que pour un prospect, ils vont être un peu plus problématiques. Donc, alors, je rebondis sur votre propos, je me tourne maintenant vers vous. Je vous propose de réfléchir à cette question. Je vous reposerai la question en table ronde 2, puisqu'on va aborder la question du prix. Mais peut-être déjà, vous réfléchir sur est-ce que, selon vous, il faudrait proposer des prix plus élevés sur les terres agricoles, relativement aux terres recyclées. Je vous poserai la question en fin de table ronde 2. Joanne, je voulais vous poser la question des attentes des entreprises qui sont implantées dans votre parc. Sébastien Alavoine en a parlé tout à l'heure. Il observait des évolutions en termes d'implantation. Qu'en est-il, vous ? Qu'est-ce que vous observez au plus près du terrain dans votre parc ? Alors, le parc des industries a une politique environnementale bien ancrée depuis plus de 20 ans. Le parti pris a toujours été de dire que l'industrie et la nature pouvaient cohabiter. Et ce n'était pas deux choses qui étaient en opposition. Le cadre environnemental est devenu de plus en plus important pour les chefs d'entreprise, pour les nouvelles implantations. Alors, c'est aussi assurer un certain confort et un cadre de vie aux salariés. Avant tout, on va dire que c'est aussi répondre à des obligations réglementaires pour pouvoir s'implanter. On a des études d'impact qui sont de plus en plus complètes, où on nous demande des diagnostics faune flore 4 saisons sur une année. Le CISIAF fait des diagnostics perpétuels sur l'ensemble de ces terrains, et c'est ce qui permet aussi de gagner du temps dans les implantations. Donc la prise en compte de l'environnement est devenue acceptée
On a, voilà, pour les petites anecdotes, hein, l'implantation ACC dérange, on va dire, une colonie de goélands cendrés qui était installée sur l'ensemble des bâtiments de la Française de Mécanique. C'est vraiment quelque chose qui a été pris très au sérieux, quoi. On a reniché les goélands, il y a eu des nouveaux territoires pour qu'ils puissent poursuivre leur vie sur une partie du site. Voilà, ça a été en tout cas un point étudié par ACC avec tout le sérieux qu'ils ont dans leur ensemble de leur implantation, et c'est devenu peut-être normal. Voilà, il y a beaucoup moins de résistance. Maintenant, la qualité du parc, elle doit se voir au quotidien. Alors, un parc, il peut être de qualité déjà par la qualité de ses aménagements. Des aménagements bien pensés, avec des équipements publics. C'est vrai qu'aujourd'hui, un parc du XXIe siècle offre forcément une multimodalité. On parlait tout à l'heure des marchandises, de l'expédition des produits finis, mais également pour les salariés, pouvoir venir en transport en commun, en vélo, à pied, ça c'est une norme. Pouvoir s'y restaurer. On a des demandes de plus en plus aussi de sport et de loisirs sur le parc. On voit que les salariés vont courir le midi parce qu'on leur offre des possibilités aussi de sortir de chez eux. La qualité du parc aussi est très importante pour l'acceptabilité des riverains. Nous sommes autour de communes, on va dire de communes-villages, hein. On a 10 000 habitants autour. C'est une partie de leur ville. Les habitants viennent s'y promener, viennent faire leur sport, se sont complètement appropriés les espaces publics du parc. Donc ça permet en fait de démystifier un espace de travail. C'est pas un no man's land. Il y a une vie et voilà, c'est accepté par l'ensemble des riverains. On a cette qualité aussi au-delà des aménagements, parce qu'on le gère au quotidien. Et la gestion d'un parc d'activités, c'est un métier, c'est des moyens, mais c'est ce qui fait la différence. Lorsqu'on vient ramasser les déchets toutes les semaines, on voit une différence. Lorsqu'on entretient les voiries, lorsqu'on ne laisse pas un éclairage dysfonctionner, on n'a pas de nid de poule. Voilà, il y a vraiment une sécurité et une gestion à faire au quotidien et qui fait la qualité du parc. La qualité du parc, effectivement, un point très important, c'est ce que je retiens, pas uniquement le prix et même une nécessité de prendre soin de ces zones d'activité économique, qu'elles ne deviennent pas des no man's land, justement pour à la fois attirer les entreprises, mais aussi pour les faire accepter par les riverains. Ça sera ma dernière question, justement. Vous avez donc mis en place un certain nombre d'initiatives pour assurer cette qualité. Comment vous la valorisez auprès des acteurs économiques et également des riverains ? Alors, on a mis en place une communication directe envers les riverains. Nous publions une lettre papier qui est distribuée toute boîte aux lettres aux 10 000 riverains du parc, 2 fois par an. Donc ça, c'est vraiment une reconnaissance des travaux qui sont réalisés et des projets qui vont se faire sur le parc. Nous avons après une newsletter classique qui est publiée tous les 2 mois à destination des institutionnels, de nos élus, des prospects, pour relater la vie du parc, des entreprises et de nos projets. Mais après, la plus grande communication qu'on peut avoir, c'est sur des actions concrètes. Ce qui est important, c'est de se faire connaître sur des actions concrètes. Par exemple, le parc, au-delà d'être certifié ISO 14001, a reçu en 2020 le label Territoire engagé pour la nature, le label TEN. La remise des labellisations aura lieu la semaine prochaine auprès de notre président André Kuchanski. Ça c'est une action concrète qui fera parler du parc. Mais bien évidemment, c'est les implantations sur le parc qui font aussi honneur à ce territoire. Lorsqu'on a une implantation comme ACC qui vient, forcément que le parc est mis à l'honneur, il est bien identifié et nous avons par l'annonce de cette implantation des demandes de sous-traitants ou de prospects ou même tout type d'entreprises qui entendent parler du parc et qui souhaitent venir s'y implanter. Bien.
Merci beaucoup, Johan Witz. Merci, Sébastien Lavoine. Merci, Gilles Krag, de vos interventions qui permettent effectivement de mettre en contexte l'ensemble de cette journée sur les débats et les échanges qui vont nous occuper. Je me tourne vers Patricia. On enchaîne sur la table ronde suivante. On prendra des réactions à l'issue de cette table ronde. Alors, je vais appeler à me rejoindre. Bravo, effectivement, on peut les applaudir.